Est-ce que vous connaissez le plus grand acteur du 21e siècle? Celui que tout le monde s'arrache. L'acteur aux 7 876 43 551 $ de recettes et 60 millions d'abonnés sur Instagram. L'acteur le plus connu de la planète actuellement, de ta grand-mère jusqu'à ta nièce. Vous connaissez sûrement Jack, Romeo, Billy Costigan, Jay Gatsby, Jordan Belfort, Rick Dalton ou encore Bob Ferguson, pas vrai? Alors vous vous dites que l'acteur derrière tous ces visages aussi. Je vous le spoil, mais vous ne savez pas qui est Leonardo DiCaprio. Ah non, mais vous vexez pas parce que c'est pour tout le monde pareil, moi y compris avant de faire cette vidéo. Et on s'en est souvenu récemment. Leo, I'm sorry I made that joke. It's cheap. You know what? I tried not to, but like, we don't know anything else about you, man. Like, there's nothing else. Like, open up. Donc j'ai eu envie de m'intéresser à sa vie, alors j'ai lu un bouquin, Le Roi Léo de Guillaume Evin. Et ce que j'ai appris dedans m'a tellement choqué que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Sans ce bouquin, il n'y aurait pas de vidéo parce que la majorité des anecdotes que je vais vous raconter n'existent qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous offrir ce qui n'existe pas encore sur YouTube. Une véritable immersion dans la peau de DiCaprio. Et surtout là où personne n'est jamais arrivé à aller, dans sa tête. Aujourd'hui, on va parler d'à quel point c'est un grand acteur, mais aussi de sa face cachée. Comme lorsqu'il a été impliqué dans ce qui est probablement l'une des plus grandes affaires de détournement de fonds sur le sol américain. Et oui. Ou quand il jetait du crottin de cheval sur les paparazzis, ou quand il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Pussy-Poss. Ouais, je vous laisse faire la traduction. Oui, on est loin de l'image parfaite qu'on peut avoir de lui, parce que cette image est incomplète. Il faut aller plus loin que la manipulation parfaite qu'il fait dans les médias. Il aurait pu être tout ce qu'il voulait, de Spider-Man jusqu'à Anakin Skywalker ou même Patrick Bateman, mais aucun rôle n'est choisi au hasard. Même gamin, il avait déjà une maturité de fou furieux. Assez mature pour créer sa propre boîte de production à 30 ans à peine. Appian Way, référence directe à la voie romaine de 500 km de long, dont une bonne partie existe encore et témoigne de la puissance de cet empire. Ses intentions sont claires, être le meilleur. Il a côtoyé les plus grands dès son plus jeune âge avant de devenir celui que l'on veut fréquenter. Alors comment est-ce qu'il a réussi à s'imposer comme le plus grand parmi les plus grands, sous les regards affectueux de Robert De Niro et de Martin Scorsese? Lui, l'homme pratiquement toujours nommé mais à peine célébré, comme si une malédiction pesait sur lui. 8 nominations aux Oscars, une seule victoire. 15 nominations aux Golden Globe, 3 victoires. 6 nominations au BAFTA, une victoire. Y a pas un truc qui vous dérange quand vous voyez Leonardo DiCaprio? Personnellement, j'ai l'impression qu'il est jamais vraiment heureux, qu'il tire toujours un peu la gueule. Y a un truc qui cloche. C'est un peu comme s'il donnait l'impression d'avoir réussi sa carrière, mais complètement raté sa vie. Alors après cette longue introduction, elle est là. Aujourd'hui, je vous l'offre. La vidéo qu'on m'a le plus demandé depuis le début de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Leonardo DiCaprio, mais d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. DiCaprio n'aurait jamais dû exister. En fait, sa mère a failli mourir quand il était bébé. Je pourrais vous raconter ça, mais aussi que son père était un giga hippie, pote avec l'auteur Bukowski ou encore Timothée Leary, les deux complètement alcooliques et drogués. Que ses parents se sont séparés quand il n'avait que 1 an, que l'endroit où il a vécu avec sa mère toute son enfance s'appelait Seringue Alley, et que si c'est elle qui a fait toute son éducation, le seul à voir en lui un artiste, c'est son père. Dès ses premières années, il le fout dans des castings, et le petit Léo obtient son premier rôle à 5 ans. Alors, attendez 2 secondes, hop... Ouais papa, ça va et toi? T'as pas 5 minutes là pour qu'on discute rapidement quand même? Bref, le petit Léo à 5 ans, il est déjà devant la caméra. Over here in our magic window, and we'd like you to visit them with us. Horny like scale. Et dans 20 ans, il sera l'une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma. Bon, tout ça, vous le savez peut-être déjà, donc on va aller directement à l'endroit qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'il a eu envie de devenir acteur? Bon, en primaire, il prend déjà des cours de comédie. Ah oui, parce qu'autant George DiCaprio est un père catastrophique, mais en tant qu'agent, il est chaud bouillant. Grâce à lui, Léo, il a déjà enchaîné pas mal de castings, mais on est loin des grands rôles au cinéma. Après les cours, il enchaîne les publicités, dont un film éducatif Mickey contre la drogue, ça c'est le climax de sa carrière. I am pleased that we finally meet face to face, or rather, face to screen. Ha ha ha. Welcome to Mickey's Safety Club. Donc quand il arrive dans le lycée où a été tourné Grease ou encore Buffy contre les vampires, on ne peut y voir qu'un signe du destin. Et puis en 1991, il va jouer dans sa première série télévisée, Growing Pains. Alors c'est pas la plus grosse sitcom de l'époque, mais il y a quand même plusieurs millions d'Américains qui regardent ça chaque soir. Mais Léo, lui, ce qu'il veut, c'est le cinéma. Alors il se lance un ultimatum. On a parlé du lieu de vie de sa mère pour comprendre le contexte un peu compliqué dans lequel il a grandi, mais pas de celui de son père parce qu'en vrai, il n'y avait pas grand chose de spécial. Looked it up. A truffle is a fungus rooted up by a pig. I got us some real food. There, I almost got it. How'd you learn so much about fixing dolls? Oh, I was a surgeon at a doll hospital.
À un détail près. Juste à côté de chez lui, il y avait un cinéma. Et Léo a passé toute son enfance à y aller avec son père. Et c'est là où il va découvrir Star Wars, le premier King Kong, ou encore plein de films d'horreur. Mais en parallèle de ça, à écumer les castings, il sent quand même qu'il a un retard. Autant sur ses références que sur la technique. Parce que même s'il fréquente des cours de comédie depuis qu'il est gamin et la troupe de théâtre du lycée, il a pas vraiment de formation d'acteur. Alors la solution... 16 years old, I gave myself like a year-long self-education on cinema history because I was venturing into the world of cinema, away from the world of television. I was like, okay, I never went to college or film school. I got to learn this stuff myself. So I think I watched 4 or 5 movies a day for a year and try to absorb as much I could of cinema history. 1500 histoires dans le crâne et encore plus de prestations dont il peut s'inspirer pour nourrir son propre jeu. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait de l'enfance et de l'adolescence de Leonardo DiCaprio. Un passage de vie aussi important, résumé en à peine 3 minutes. Ah non, mais je vous avais dit que le mec était mystérieux, je vous ai pas menti. Il dévoile pas grand chose, mais côté toile blanche, enfin, on le laisse montrer ce qu'il sait faire. Il a à peine 16 ans dans Critters 3 et donc il se retrouve à affronter des marmottes extraterrestres cannibales qui débarquent à Los Angeles. Je suis chelou si le synopsis m'a donné envie là ou... Et le film est un mauvais film. C'est genre une série B. Alors il a envie de faire un peu mieux et donc il tente le tout pour le tout. Même pas encore la vingtaine dans une audition qui compte 400 personnes. 400 visages qui sont là pour la même chose car ils ont déjà connaissance de leur potentiel futur partenaire de jeu. Celui qui à cette époque est sûrement la personne qui leur a tous donné envie de devenir acteur. Le grand, le GOAT, des GOAT, Monsieur Robert De Niro. Et pendant le casting, DiCaprio lui va se permettre de faire le clown devant cette icône du cinéma. Alors que tous les autres se tiennent droit, ils sont stressés, ils sont sérieux, leur cœur bat à 8000, enfin bref, ils sont en train de se chier dessus. Il savait qu'il devait se différencier de ces mecs-là. Alors ce qu'il va faire, c'est que pendant le casting, il va se lever, se mettre debout sur la table et hurler sur De Niro, alors que c'était pas du tout écrit dans le script. Et toute la salle éclate de rire. Et ça plaît énormément à Robert De Niro de voir un mec aussi à l'aise devant une caméra. Et donc c'est avec lui qu'il veut jouer, dans Blessure secrète. Léo a commencé sa carrière avec du bruit et croyez-moi, il est pas prêt d'arrêter. De Niro sera son beau-père violent. Donc à l'écran, les deux sont en face à face et non ensemble. À ce moment, il faut bien comprendre que l'enjeu est immense. Non seulement De Niro est là, non seulement c'est son premier vrai film important, mais en plus de ça, c'est sur son rôle que repose tout le film. Et si le spectateur ne ressent aucune empathie pour le jeune écrivain, son histoire et son duo avec De Niro ne fonctionneront pas. Et c'est sur ça précisément qu'on va juger sa possible place dans le milieu. Ah non mais vraiment, pas de pression surtout, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et c'est avec ça dans le crâne que le jeune DiCaprio brise tout. Au point où Robert De Niro va faire une chose qui changera à tout jamais la vie de DiCaprio. Et sans rien lui dire. En soum soum. Donc ce que je vous propose là, c'est de vous mettre à sa place et d'attendre un peu pour le découvrir en même temps que lui. Pour l'instant, il va recevoir un New Generation Award, qui est un peu l'équivalent du César du meilleur espoir. Dès le premier film, comme ça, ça commence très fort. Peut-être un peu trop fort, vaudrait mieux qu'il s'habitue pas trop quand même. On est en 1993 et son nom vient peut-être d'être découvert par l'industrie. Ah mais c'est que le début, calme-toi, maintenant il faut du travail. En même temps, ça tombe bien parce que le travail, c'est un peu la spécialité de DiCaprio. La même année pour Gilbert's Grape, il perd pas de temps et il commence un rituel qui va garder toute sa vie. Une des nombreuses choses que lui aura appris De Niro, l'immersion dans le personnage. Ne plus simplement le jouer, mais le devenir. Avec ce film, il commence pas avec le plus simple. Oula, il doit jouer un enfant handicapé mental qui a pour grand frère ni plus ni moins qu'un Johnny Depp qu'on connaît tous déjà grâce à Édouard aux mains d'argent 3 ans plus tôt. Et pour être de nouveau à la hauteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans une école spécialisée pour enfants handicapés. Toujours même pas 20 ans, et il est donc au milieu de tous ces jeunes pour essayer de les comprendre. Il veut pas les imiter, il veut pas les singer, lui ce qu'il veut c'est les représenter du mieux que possible. Ça c'est le genre de truc que le public remarque, et les jurys les récompensent aussi. Hey, Mike, right? You want to come to my party tomorrow? I'm gonna be 18 years old. You want to come? You can come too if you want to. I don't know you, but you can come. Et il est nommé aux Oscars et aux Golden Globes pour le meilleur second rôle. Il gagne pas, mais déjà si jeune là quand même faut se rendre compte qu'il rentre dans un cercle que tous les acteurs de son âge ne verront probablement jamais. Et forcément avec ça il se fait remarquer, ça attire les regards. Comme celui de Sharon Stone qui le veut avec lui dans Mort ou Vif de Sam Raimi. Même si pour ça, il faudra qu'elle paye la moitié du cachet de DiCaprio de sa poche. Ah, vous avez bien entendu, mais bon, elle le voulait absolument, c'est le prix à payer ma sauce. Et lui, à peine 20 ans, ça y est, c'est parti là, il commence déjà à s'en mettre plein les poches. Alors il va accepter de faire le film. Un coup de génie de la part de DiCaprio? Pas vraiment, on est plutôt sur un bon gros flop. En gros, le film est un énorme cliché ambulant de ce que peut être un western. Mais comme pour tous ses rôles, DiCaprio sait toujours en tirer quelque chose. Comme s'il y avait toujours de la place en lui pour une nouvelle personnalité. Et cette fois-ci, son personnage doit mourir. Can I get him?
C'est la première fois qu'on voit le jeune acteur mourir au cinéma. On est 2 ans avant ce qui deviendra probablement la mort la plus connue de l'histoire des films, et il semble déjà prêt. Le mec a continuellement de l'avance, c'est juste énervant en fait. Bon bah du coup, on va tranquillement aller parler du gros bateau qui coule là. En fait non, parce que là il a tout juste 22 ans et De Niro le réclame sur le tournage de Marvin's Room. Avec qui? Bah Diane Keaton et Meryl Streep, 2 des plus grosses actrices de l'époque. Tout ça pour jouer un gosse perturbé enfermé dans un asile parce qu'il a foutu le feu à la maison familiale. Un truc encore bien complexe. Comme si De Niro voulait vérifier quelque chose, comme s'il avait senti un besoin ou un mal-être chez DiCaprio. Et pour l'instant on va se dire que ça lui permet de travailler une quantité immense d'émotions différentes. Parce que Léo, il pense déjà à l'avenir. More so than anything, I wanted to have longevity and look at it as a marathon, not a sprint. Il a conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, alors la tentation de courir après tous les films qu'on lui propose, comme les autres acteurs de son âge, est hyper forte. Mais comme souvent, il va se poser et il va raisonner différemment. Alors il va choisir chacun de ses films minutieusement. Il veut vraiment s'installer dans l'industrie. Chose qui réussira plutôt pas mal. Enfin sinon il n'y aurait pas de vidéo sur lui aujourd'hui, je veux dire, enfin t'as compris quoi. Mais pour le moment c'est terrible. Leonardo doit encore se faire une place. Alors que même De Niro se rend compte de la différence de niveau en seulement 3 ans. Le jeune Léo qu'il a face à lui n'est plus un acteur prometteur. Il est déjà bien accompli. Alors il fait exactement la même chose qu'il avait fait à la fin de Blessure secrète. Mais oui, il va falloir être encore un peu patient pour le découvrir. Je vous fais du teasing, c'est une vidéo YouTube, vous êtes habitués, et voilà. Ah m'en voulez pas, c'est pas tous les jours qu'on peut être dans la peau de DiCaprio, soyez contents plutôt. Parce que juste avant ses retrouvailles avec De Niro, il a tourné dans un petit truc, pas super connu, et qui va pas du tout lui donner le surnom de petit fiancé de l'Amérique. Du plus grand naufrage de l'histoire va émerger sa légende. Oui, enfin messieurs dames, nous y est, Titanic de James Cameron. Léo devient Jack, le personnage qui deviendra le plus célèbre amoureux du cinéma. Tout ça sur le fameux Titanic. Un bateau qui a vraiment existé et qui représente pas encore un naufrage, mais le navire le plus sûr de l'époque. L'insubmersible, comme l'appelaient les médias. Le cadre est donc historique, mais à l'intérieur de celui-ci, la fiction doit fonctionner. Alors le film embarque pour un budget total de 80 millions de dollars. Ce film, c'est un amour qui naît et un monde qui disparaît. Et pour montrer ce monde de la meilleure manière, Cameron va commencer à inquiéter le budget. Juste un peu. Il veut les vrais objets et tapis de première classe de l'époque, mais aussi une maquette à 90% de la taille réelle du bateau. Alors je suis pas spécialiste de décor, mais je crois que le 80 millions de budget vient de prendre un sacré coup déjà là. Mais tout ça c'est que le décor, qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur? Il ne touche plus le sol. DiCaprio est à l'apogée de ce qu'il sait faire. Son regard n'a jamais donné autant d'émotion et ses gestes n'ont jamais été aussi justes. Et je pense que si Titanic a aussi bien marché, c'est parce que tous les films qu'il a fait avant, c'était que l'échauffement en fait. Ah non mais je sais, c'est insolent de dire ça, mais je peux rien y faire, c'est la vérité. Et c'est bon, il est le petit fiancé de l'Amérique. Rien de moins. Bah ouais, mais en même temps, le type est extrêmement beau gosse, qu'est-ce que tu veux? Regarde sa hairline, ses yeux bleus, ses dents parfaites. Ah non, mais c'est trop abusé, frère, il me fait encore complexer à mon grand âge, alors que vas-y, il a 12 ans dans le film, c'est pas tard, là. Mais est-ce qu'il est vraiment le gendre idéal que toute mère rêverait d'avoir? Pas si sûr, pas si sûr. Il est enfin temps que je vous parle de mon anecdote préférée de la vidéo, et c'est celle des Pussy Poss. Vous en avez jamais entendu parler? Mais vous inquiétez pas, tonton Louis est là. Faut comprendre qu'après Titanic, sa vie change complètement. Il a que 23 ans, c'est mon âge, c'est un bébé comme moi, un gros bébé, ouin ouin. Et c'était impensable qu'aussi jeune, avec tout le succès, il tourne pas mal. Imaginez si à cet âge, d'un seul coup, le monde s'ouvre à vous. Que d'un seul coup, vous avez tous les passe-droits dans les plus hautes sphères de la société. Est-ce que vous ne déraperiez pas, vous? Tu penses que tu déraperais pas, toi? Si la réponse est non, bravo, t'es meilleur que DiCaprio, ou t'es juste un gros mytho. Dans l'article de Vanity Fair, on apprend pas mal de trucs. Il est le chef de la bande qui compte aussi Tobey Maguire, Kevin Connolly, Lucas Haas et plein d'autres. Tous des acteurs de l'époque qui avaient même l'habitude de venir sur le tournage de Titanic faire un petit coucou à leur copain Léo. Loin de Los Angeles et des producteurs, ils se sentent tous un peu intouchables dans la ville de New York. Au point de jeter des boules puantes sur les clients des restaurants et de tous les soirs, rentrer avec une jeune et jolie mannequin. Alors certaines de ces virées nocturnes ont quand même fait plus de bruit que d'autres et feront les gros titres de la presse people. Comme cette fois où le mec de l'époque de l'actrice Elizabeth Berkley s'est fait tabasser par toute la bande. Juste parce que DiCaprio était en train de la draguer comme un gros lourdeau et que son copain lui a dit de la laisser tranquille. Ah, et c'était des terreurs en fait. Ouais, bon après ça, il vaut mieux peut-être arrêter, se calmer un peu, non Léo? Parce que partout où il va, tout le monde le reconnaît, je veux dire, c'est l'acteur du film dont tout le monde parle en ce moment. C'est difficile de passer inaperçu. Après j'ai dit arrêter, bon, peut-être juste le faire un peu plus discrètement. Le 3 mai 2015, un ancien membre de la troupe, Kevin Connolly, poste une photo sur Instagram avec Tobey Maguire et Lucas Haas. Avec comme un air de déjà vu. Un seul est dissimulé par une sorte d'étoile, et donc on ne voit qu'une barbe dépassée. Et qui est-ce qui, en 2015, porte une barbe pareille parce que dans son futur film il doit ressembler à ça? Leonardo DiCaprio. Mais il y a
il y a autre chose. Un truc encore un peu plus dérangeant et que vous avez tous vu passer. Récemment, une photo est ressortie. On y voit DiCaprio à côté de P. Diddy dans une de ses fameuses soirées blanches. Elle daterait du début des années 2000, donc juste après Titanic. Et pratiquement toutes les stars hollywoodiennes de l'époque ont été présentes à ces white parties. C'est pas une freak party là où se sont passées la majorité des choses pour lesquelles P. Diddy est accusé. Mais avec le passé et le comportement de DiCaprio dont on a parlé juste avant, ça la fout un peu mal quand même. Je sais pas trop ce qu'il manigançait avec P. Diddy lui à l'époque. Bon, peut-être qu'on le découvrira un jour. Mais retour à notre petit bateau, plus vraiment sur l'eau. Le film est nommé 14 fois aux Oscars pour en recevoir 11 et au final devenir le film le plus primé de l'histoire. Ah, il a aussi reçu 4 Golden Globes. Bon, je vous dis ça de manière anecdotique, mais c'est une dinguerie, on n'a jamais vu ça. Hein. C'est un gigantesque raz-de-marée et au milieu de tout ça, DiCaprio, il est comme as. Non seulement il gagne pas l'Oscar, mais en fait c'est surtout parce qu'il était même pas nommé. Je vous laisse vous relever parce que moi aussi je suis tombé de ma chaise quand je l'ai appris. Mais je crois que lui il est pas trop surpris, peut-être qu'il commence à sentir quelque chose qui va pas. Mais pour l'instant vous vous souvenez du 80 millions de budget? Ouais bah au final ce sera 200 millions. Mais est-ce que c'est vraiment un problème au final? Pour nous aider à répondre à cette question, on va prendre une petite info au hasard. C'est le premier film de l'histoire à atteindre $1 milliard de recettes. Oui non mais je crois que côté argent ça va aller tranquille. 128 millions de spectateurs ont vu le film aux États-Unis en seulement un an. Et c'est pratiquement la moitié du pays parce qu'ils sont 270 millions à l'époque. La moitié d'un foutu pays. Et DiCaprio, malgré l'absence de récompense, vient de prouver au monde qu'il est déjà parmi les meilleurs comédiens de l'époque. Mais être aussi fort, aussitôt, ça va rendre les prochaines années un peu ingrates. Je m'explique. Sur les films qui suivent, une petite vingtaine, la majorité sera considérée comme des classiques. Et pourtant, au fur et à mesure des années, ça fait plus tellement de bruit. Son talent, sa plus grande force, devient aussi sa plus grande faiblesse. Il nous a tellement habitués au meilleur qu'on n'attend rien d'autre de sa part. Il est tellement bon, c'est tellement évident qu'on en a oublié à quel point c'était difficile de jouer comme ça. Ou plutôt, il a réussi à nous le faire oublier. On voit jamais le travail devant la caméra quand c'est lui. En fait, on pense pas à sa qualité d'acteur parce qu'on pense à rien d'autre qu'aux personnages qui ne sont plus DiCaprio. Parce qu'il est plus ce gamin qui faisait tout pour sortir du ghetto. Il n'est plus le jeune comédien qui devait faire ses preuves devant De Niro. Non, il est maintenant celui qui pense mériter un Oscar. Il est celui qui aura son Oscar. Son cachet dans Titanic était que de 2,4 millions de dollars. 3 ans plus tard, il sera multiplié par 10 dans La Plage. Danny Boyle, c'est un réal assez connu, surtout après le succès de l'excellent Trainspotting. Mais les producteurs du film, eux, ils ont une seule logique, la rentabilité. Alors pour convaincre leur réalisateur, ils lui proposent d'augmenter son budget s'il accepte de prendre DiCaprio. Et ça me rend fou parce qu'à ce même moment, il aurait pu faire Anakin Skywalker, Spider-Man ou Patrick Bateman dans American Psycho, mais des producteurs sont en train de se battre pour qu'il aille jouer sur une foutue plage avec Guillaume Canet. Mais sur cette plage se trouve ce qui l'intéresse vraiment, la complexité. Encore. Et dans un article de 2016, on comprendra un peu mieux pourquoi il a fait ce choix. J'ai construit moi-même ma carrière, je ferai tout pour ne pas la gâcher. Comme j'ai commencé très tôt, j'ai fait énormément d'auditions, je me suis fait rejeter des dizaines de fois sur des critères absurdes. Et pendant très longtemps, j'ai considéré que rien n'était acquis. Et je le pense encore aujourd'hui. Et s'il y a bien un truc qui est évident, c'est que moi, Louis, j'ai énormément de points communs avec DiCaprio. Comme le fait d'être extrêmement beau gosse, pas vrai? Mais blague à part, par contre, je suis d'accord avec lui sur le fait que rien n'est acquis. Certains sont là depuis ma première vidéo et maintenant me voient avec le trophée des 100 000 abonnés. C'est complètement fou. Et j'aimerais bien faire une DiCaprio, mais version YouTube, tu vois. Enfin, je parle au niveau de la réussite. Donc si tu passes un bon moment et que tu kiffes la vidéo jusqu'ici, bah tu connais la chanson. Like-la, abonne-toi à mon compte. Il y a quand même 90% des gens qui regardent cette chaîne sans être abonnés, ça me rend malade la nuit. Et mets un petit commentaire pour le référencement, écris ce que tu veux. Non mais voilà, moi c'est quartier libre les gars, vous savez comment ça fonctionne. Juste n'importe quoi, ça me donne de la force et ça me permet de continuer à vous faire kiffer. C'est donnant-donnant. Je vais rien vous spoil, mais il y a du très très lourd qui arrive sur cette chaîne, notamment un truc qu'on n'a jamais vu ici, et même ailleurs. Mais pour ça, il faut rester branché. Donc venez me suivre sur Instagram et sur TikTok, je parle beaucoup plus de moi et je poste tous les jours. Suivez-moi aussi sur Letterboxd pour voir tous les films que je regarde et ce que j'en pense. Et rejoignez la communauté Discord, on vous parle de cinéma tous les jours, entre passionnés. Bon, je sais qu'il y en a que ça titille quand je fais mon auto-promo comme ça, mais les gars, je suis obligé, c'est comme ça que ça fonctionne YouTube. Bon bref, assez parlé de moi, revenons à Leonardo DiCaprio. Depuis tout à l'heure, je vous parle pas de sa vie privée. Alors c'est pas parce que j'ai la flemme, mais c'est parce qu'il y a rien. À ce moment de l'histoire, être sur une plage en Thaïlande, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Il doit tourner. Il a l'impression de ne jamais être assez bon. Et pour changer ça, il va avoir une sacrée opportunité. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur Robert De Niro à la fin du tournage de Blessures secrètes? Qu'il a fait un truc énorme dans le dos de DiCaprio sans jamais lui dire? Et ben cette chose elle est simple. De Niro est allé voir un de ses plus vieux amis et lui a dit de garder un œil attentif sur ce jeune comédien. Parce que pour lui, à ce moment, Robert De Niro en était sûr, Leonardo DiCaprio allait devenir un gigantesque acteur. Ce vieil ami
c'est Martin Scorsese. Et oui, on n'a pas tous le même carnet d'adresses. Alors en 2002, Scorsese va proposer un rôle au jeune acteur dans Gangs of New York. Alors c'est même plus que ça en vérité. Il lui propose un rôle dans un de ses rêves qu'il nourrit depuis 30 ans. Parler de New York quand les gangs semblaient trop forts pour la loi. Et pourtant ça a failli ne jamais se faire. Il y a une réalité pas si lointaine, où pour l'un des duos les plus connus du cinéma, la rencontre ne se fait pas. En fait, aucun gros studio ne veut produire le film. Parce que Scorsese à ce moment-là, c'est pas forcément la légende qu'il a pu être dans le passé. C'est pas sa meilleure époque. Les affranchis datent maintenant de plus de 10 ans et aucun de ses films suivants n'a surtrouvé un aussi grand succès critique. Mais Miramax et le producteur Graham King finiront par financer le film. Ouais, c'est quand même Scorsese, respectez-le un peu les gars, merde. Mais bon, vous attachez pas trop, parce qu'en plein milieu du film, ils vont abandonner les financements à cause du retard. Je vous laisse imaginer. Les acteurs sont là, les techniciens aussi, et Scorsese a plus un rond pour les payer. Et il vient peut-être de voir son rêve s'envoler. Bon, il a de la thune, Scorsese, mais il peut pas assumer une telle production de sa poche, pas possible. Alors un peu à l'écart, il prend DiCaprio dans un coin comme ça, et il lui demande s'il serait d'accord de financer le film avec lui. DiCaprio hésite même pas une seule seconde, il accepte direct. Le réalisateur, âgé de 60 ans à ce moment-là, souffle de nouveau. Et c'est pas que financièrement que s'investit DiCaprio. Au programme, musculation, lutte et lancer de couteau. Il faudra au moins ça pour l'adversaire qu'il a sur le tournage. Daniel Day-Lewis. Le type était parti à la retraite avec le statut d'un des meilleurs acteurs du siècle et Scorsese va le chercher. Vous voyez quand John Cena sort de sa retraite pour revenir sur le ring ? Et bah c'est la même chose. Pour vous dire à quel point c'était un monstre, Daniel Day-Lewis chope une pneumonie sur le tournage et refuse tout traitement. Il finit son petit CAP bouché avant le film et nous délivrera une performance exceptionnelle. Mais est-ce que ça lui aura suffi à éclipser DiCaprio ? Absolument pas. Pourquoi ? Bah parce que DiCaprio n'est pas devant la caméra. Ah non mais on sait pas qui c'est, nous on connaît que le personnage d'Amsterdam Wallon. Donc on a un génie qui sort de sa retraite, un virtuose passé qui revient à son plus haut niveau de réalisation, et sûrement l'acteur le plus en vue d'Hollywood à ce moment, qui se réunissent et on va passer à côté. Les trois peuvent clairement prétendre à un Oscar sur ce coup-là, non ? Enfin je veux dire, si personne n'en reçoit à ce moment-là, ça a aucun sens. Bon, accrochez-vous parce que la malédiction DiCaprio, elle commence vraiment ici. Mais bon, vous avez compris, aucun Oscar. Et pour son rêve, Scorsese recevra quand même le premier Golden Globe de sa carrière. Bravo, c'est mérité. Alors 2 ans plus tard, c'est encore ensemble qu'on va les retrouver pour Aviator. Howard Hughes, c'est un milliardaire et un aviateur qui a vraiment existé, et pour DiCaprio, peut-être le gars le plus complexe du siècle dernier. Rien que ça. Et pour interpréter le personnage, il va encore une fois nous faire du DiCaprio. Il a tout lu et tout vu ce qu'il pouvait trouver pour le rôle. Encore une fois, il s'oublie pour qu'on l'oublie, et devenir ce genre de personnage, ça se paye. À la suite du tournage, ses proches commencent à remarquer quelque chose. Ils le voient essuyer les poignées de porte avant de les utiliser, puis se frotter les mains comme ça jusqu'au sang. Le prix à payer pour ce rôle sera de garder les tocs d'Howard Hughes pour toute sa vie. Ouais, on est à ce niveau-là d'investissement. Comme si la frontière commençait à devenir un peu floue. Et c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'il a à jouer un personnage très ambivalent, capable du meilleur comme du pire. Ironiquement, c'est là qu'après une dizaine de films, il va enfin être récompensé. Oui, non, pardon, je vous dis ça un peu brusquement là, parce que voilà, vous avez l'habitude maintenant que je vous dise qu'il gagnera pas de prix et que maintenant il a eu un Golden Globe. 6 nominations, une dizaine de films et 13 ans auront été nécessaires pour enfin obtenir une des 2 récompenses principales que tous les acteurs rêvent d'avoir. Tout ça pourquoi ? Mais une première étape, rien de plus. Parce qu'il lui reste une malédiction à déjouer. Celle de l'Oscar. Rien que ça. Alors 2 ans plus tard, les deux seront encore ensemble, mais accompagnés d'un casting de fous furieux. Jack Nicholson, Matt Damon et Mark Wahlberg les rejoignent dans Les Infiltrés. DiCaprio et Matt Damon sont ces fameux infiltrés. L'un dans la police, l'autre dans les gangs. C'est de la tension pure dans les veines, ce film. Je n'ai jamais envie d'être dans la pièce avec eux. Le danger et la chute sont tellement proches pour chaque personnage. Une chute qui ne concerne pas Scorsese. Enfin, son premier Oscar. Mais toujours pas DiCaprio. Alors comment il se sent ? Talk about how you feel. You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. That's one thing I figured out about myself in prison. My hand does not shake. Le pauvre. En seulement 4 ans, le duo nous offre 3 des meilleurs films de leur filmo. Mais ça va au-delà. Scorsese, après avoir trouvé un frère à Hollywood avec De Niro, il trouve maintenant un fils. Avec DiCaprio. Avoir enchaîné tout ça sur cette période, pour n'importe quel autre acteur, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais ce n'est pas n'importe quel acteur. Alors il va se faire aussi un petit arrête-moi si tu peux avec tonton Spielberg. Encore mieux que ça, à cause du montage compliqué sur Gangs of New York, les 2 films sortent pratiquement en même temps. À un certain moment de l'histoire du cinéma, DiCaprio avait sa tête placardée sur 2 affiches au-dessus des cinémas, et en plus sur 2 classiques. Au moins à cet endroit, il savait qui il était. Il était à sa place. Mais à ses côtés, il y a un autre monstre, Tom Hanks.
Un combat encore une fois au sommet où DiCaprio gagne toujours. Mais cette fois il semble encore meilleur pour prendre la place d'un des plus grands imposteurs de son siècle, Frank Abagnale Jr. Alors DiCaprio va passer 3 jours à suivre le vrai Frank dans sa vie pour enregistrer tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Rentrer dans sa peau c'est pas si difficile parce qu'il se rend compte que les deux partagent un point commun important, ils séduisent sans devoir faire beaucoup d'efforts. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. C'est la première fois que dans un film, le problème de l'identité est autant mis en avant. Aviator déjà avait un personnage qui a du mal avec son identité. Dans Les Infiltrés, Matt Damon et DiCaprio font double jeu d'identité. Et bien sûr, Shutter Island où on atteint le sommet. Sommet que je vous laisserai découvrir tout seul, sinon il perdrait toute sa beauté. Mais dans Attrape-moi si tu peux, c'est impossible de passer à côté. Comme Abagnale Jr., DiCaprio n'est jamais lui-même. Au moment où tout le monde rêverait d'être lui, Léo rêvait d'être quelqu'un d'autre. Toujours dans des rôles plus complexes pour trouver une raison d'exister. Enfin bref, c'est un peu comme si après Titanic, son identité avait implosé. Il est peut-être temps de divorcer définitivement du petit fiancé de l'Amérique. Et c'est Sam Mendes qui lui donnera cette possibilité dans son nouveau film, Les Noces Rebelles. Il va raconter l'histoire d'un couple qui s'effondre après les années. Alors quoi de mieux que de réunir le couple le plus célèbre du cinéma pour ça? DiCaprio et Kate Winslet bien sûr. Faut quand même se rendre compte de la force du symbole qu'ils vont briser. Ça fait une décennie qu'au cinéma et dans la vie, l'image du couple parfait, c'est Jack et Rose de Titanic. En 97, quand le film sort, tout le monde ne rêve que d'une relation entre les deux dans la vraie vie. Donc en 2008, les fans auront de nouveau espoir en voyant le couple se reformer. Et ben en fait, ils sont allés à l'hôtel ensemble. Le meilleur endroit pour amener une gâtée à l'hôtel, à l'Intercontinental. Mais bon, pas vraiment comme vous l'imaginez, des bandes de petits cochons. Pour son futur mariage, c'est à DiCaprio qu'elle demandera d'être témoin, donc de l'accompagner sur tout le chemin de l'église jusqu'à son futur mari. Ah non mais c'est bien, comme ça DiCaprio il aura au moins fait le chemin une fois dans sa vie. Je suis un peu un bâtard là. Mais 2 ans plus tard, dans Shutter Island, sa femme est morte. Ouais, la transition est violente, mais elle est à l'image de la claque que j'ai prise devant ce film. La quantité d'émotions qui passe sur son visage pendant 2 heures, c'est impressionnant. Dans les livres Conversation avec Scorsese, le réalisateur dit qu'avec DiCaprio, on peut obtenir n'importe quelle émotion en claquant des doigts, même celle que personne d'autre n'aurait. Les deux sont vraiment ensemble, quoi qu'il arrive. Genre même s'enfermer dans une unité psychiatrique pour tourner et s'immerger. Activité parfaite à faire le dimanche entre père et fille spirituel. Ce qui changera à DiCaprio de son activité favorite, les femmes un peu trop jeunes. Ah non mais fallait bien que j'en parle à un moment les gars. Il a beau être le plus grand acteur de sa génération, il faut pas oublier que sa meuf la plus vieille avait que 30 ans et c'était sa première meuf. Donc elle avait 30 piges et lui était plus jeune. Ah mais depuis il a jamais fait aussi vieux. Je sais pas, ça a dû le traumatiser parce qu'après il a fait que d'aller de plus jeune en plus jeune en plus jeune. Comme Bar Raffaelli, qui a à peine 20 ans, quand lui en a déjà plus de 30. Bon bref, les relations amoureuses c'est pas là où il est le meilleur. Il est même un peu limite sur ça DiCaprio quand même. Donc on va revenir au cinéma, c'est mieux ouais. Et à ce moment-là, DiCaprio, il règne sur Hollywood. Il est pas prêt de quitter le trône, croyez-moi. Mais de l'autre côté, un réalisateur a tout autant la cote que lui, Christopher Nolan. Il vient de nous donner Batman Begins, Le Prestige et The Dark Knight en 3 ans. Et il fallait quelque chose de solide pour suivre derrière. Comme par exemple un rêve que Nolan avait depuis 10 ans. Oui, comme avec Scorsese. Ah non mais DiCaprio c'est le génie de la lampe pour Hollywood en fait. Au point de disséquer le script de Nolan pendant 1 an et de bouffer du Freud et des comptes rendus de psychanalyse dans tous les sens. Mais d'ailleurs le script parlons-en. La Warner avait tellement peur des fuites que la lecture du script était toujours sous surveillance d'un agent de sécurité. Ou alors directement dans le bureau de Christopher Nolan qui vous tenait à l'œil. Comme quand DiCaprio doit faire un tournage en quasi-totalité sur un fond vert. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté 2 secondes sur la scène de Paris qui se renverse dans Inception? L'expression de DiCaprio est parfaite. Et j'exagère rien. Comment tu ferais pour jouer à un truc comme ça? Comment tu fais pour imaginer la réaction que t'aurais s'il se passait ça dans la vraie vie alors que t'es sur un fond vert? C'est chaud. Et moi ça m'impressionne. Et même s'il enchaîne la perfection dans les premiers rôles, peut-être que la célébrité commence à lui peser un peu. Après, en vrai, peut-être que ça fait déjà un moment que ça lui pèse. Peut-être même depuis Titanic. Dans un numéro du Times, il se confie sur sa volonté de pas trop se montrer. En gros, il voulait pas que les gens en aient marre de lui. Selon lui, pour durer, il faut que qu'on te voit dans des bons films ou pour des causes importantes. Sinon, le public se lassera de toi. Alors, il va prendre une habitude. Le fameux combo casquette, lunettes et cigarette électronique. Mais la célébrité est à l'épreuve des verres fumés. Ah non mais il est tellement rodave que maintenant dès que je vois un gars dans la rue avec ce combo, je pense directement à lui. En fait il est foutu, il peut rien faire pour se cacher. Enfin il se dira que faire une petite pause des affiches, ce serait peut-être une bonne idée. Donc il fera que un petit second rôle à ce moment-là. Bon après tout le monde ne fait pas le même second rôle. Parce que là on parle quand même de Django Unchained de Tarantino. Pour ce rôle, il va s'éclater, autant la main
que dans le jeu. Bon, je vous fais pas l'affront, hein, tout le monde vous a déjà raconté cette anecdote, qui s'est blessé la main en tapant dans la glace et on s'en fout. Non, ici on est là pour du frais. Et le frais, c'est que ça fait un moment que DiCaprio a envie de bosser avec Tarantino, depuis 2009 en fait. Pour Inglourious Basterds, ils se sont mis à deux avec Brad Pitt pour essayer de le convaincre qu'il devrait jouer le rôle de Hans Landa. Mais Tarantino avait plus la vision avec Christophe Waltz au final, et bah oui en fait. Bon, de une, c'est pas anodin qu'il soit second rôle, ça fait 14 ans qu'il fait que des premiers rôles et que ça bouge pas. Alors c'est un sacré bouleversement. Mais surtout de deux, il tient pour la première fois vraiment un rôle de méchant sans ambiguïté. Calvin J. Candy est cruel et raciste. Il a aucun bon côté, hein, c'est juste la pire sous-race de l'histoire de l'humanité. Growing up the son of a huge plantation owner in Mississippi puts a white man in contact with a whole lot of black faces. I seeing them every day, day in, day out. I only had one question. Why don't they kill us? Et d'ailleurs, l'humanité, parlons-en. Avec tous ces rôles, DiCaprio l'a carrément bien incarné. Autant dans la joie que dans le drame, mais toujours avec un discours derrière. Sur les 7 films qui terminent sa carrière pour le moment, 5 ont ce message qui est mis en avant. Et c'est le mauvais côté de l'Amérique. En 2013, la même année, sortent Gatsby le Magnifique et Le Loup de Wall Street. 2 rôles où DiCaprio montre la décadence d'un pays et de son époque. Et c'est surtout le deuxième qui va nous intéresser pour le moment. Puis 3 ans sans que Scorsese et DiCaprio fassent un film ensemble, ça commençait à faire un peu long pour les deux. Et pour nous. Et en plus, une toute nouvelle boîte de prod est prête à les suivre. Red Granite Pictures pose $100 millions sur la table. Ah oui, quand même. C'est fou ça quand même d'avoir $100 millions à mettre sur la table alors que ça fait même pas 3 ans que la boîte existe. Ouais bon, vous avez compris, un petit problème. Est-ce que je vous ai dit que DiCaprio aime bien faire la fête? Encore maintenant, après 2020 je veux dire. Pendant le tournage du film, il fête ses 38 ans. Alors pour célébrer tout ça, la société de production lâche pas loin de $2 millions, dont $1 million de champagne et $600 000 pour racheter l'Oscar du meilleur acteur décerné à Marlon Brando. Budget pas compris, hein, dans les 100 millions de départ évidemment. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Joe Lowe? Non, et pourtant vous avez sûrement déjà vu son nom. La petite société de production le connaît bien, et DiCaprio aussi, puisqu'en gros, c'est de sa poche que sortent les $100 millions. Croyez-moi, ils vont pas le remercier très longtemps. À peine 3 ans après la sortie du Loup de Wall Street, le scandale éclate. Joe Lowe n'est pas qu'un mec riche, c'est surtout le conseiller du premier ministre malaisien qui s'est barré avec au moins $1 milliard d'un fonds du pays. C'est avec cet argent qu'il a offert un Picasso à $3 millions à DiCaprio, mais aussi qu'il a investi pendant des années dans sa fondation écologique. Ouais, ça la fout mal pour un type qui met en avant son combat pour cette cause. Même si ça fait déjà depuis 1998 que sa fondation existe. Même s'il a produit 2 documentaires sur le sujet Avant le déluge et La 11e heure. Et oui, même si l'ONU l'a fait messager de la paix en 2014 pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ça devient compliqué de le défendre là. Mais bon, est-ce que ça valait le coup tout ça? Est-ce que s'associer avec un voleur de pays, ça justifie un Oscar? Et bah au final, ça se justifiera avec le second Golden Globe de sa carrière. Alors qu'en vrai, ils auraient juste dû attendre un tout petit peu. Un tout petit peu pourquoi? 3 fois rien, seulement la récompense que tous les acteurs rêvent d'avoir. Seulement la preuve que sur une année entière de film, ils ont été les meilleurs acteurs au monde. Alors pour ça, s'il faut se foutre à moitié mort dans la neige sous moins 30 degrés, DiCaprio il le fera. Ouais bon, c'est peut-être un peu réducteur pour le film qui est The Revenant d'Alejandro Iñárritu. Mais oui, enfin, après 24 ans de carrière, 6 nominations, 28 films et des années de malédiction, DiCaprio remporte enfin l'Oscar du meilleur acteur. Leonardo DiCaprio. Thank you all so very much. Dans le film, DiCaprio devient une nouvelle personne. Hugh Glass, un trappeur du 19e siècle qui doit lutter pour sa vie, après s'être fait attaquer par un ours et abandonné par sa team. Dans le froid, pratiquement mort. J'espère que vous avez des bros un peu plus solides quand même. Mais au bout de cette torture, un but, venger son fils tué par un de ses anciens compagnons. Au Canada et en Argentine, c'est plus de 1000 personnes au milieu de forêt où tout le monde vit vraiment pour que ce film voit le jour. Et c'est un film que personne ne veut faire à cause des conditions extrêmes. Mais pour Iñárritu et DiCaprio, c'est ça qui est intéressant. Moins 30 degrés constants, les caméras et les mains qui gèlent et un réalisateur un peu exigeant. Vous voyez ce que c'est, la Golden Hour? L'heure magique? Le truc qui dure à peine 1 heure à la fin de la journée, qu'on appelle magique tout ça parce qu'elle donne la plus belle lumière, et le tournage de The Revenant ne se déroulera que pendant celle-ci. Tout le reste de la journée, on ne fera que des répétitions. Mais pour DiCaprio, tout semble trop facile. Pendant une bonne partie du film, son personnage ne peut à peine parler et donc son visage devient le seul moyen de communiquer avec les autres, mais aussi avec nous, les spectateurs. Et pour nous, il va se donner à fond. Pourtant, quand enfin il atteint le sommet de sa carrière, il a pas l'air si heureux que ça. Sa réaction quand il sait que c'est lui et son visage sur la scène n'est pas vraiment celle qu'on attend d'un mec qui a attendu si longtemps de gagner un Oscar. Pendant toute la vidéo, je vous ai fait que de vous parler de cette quête, mais est-ce que c'était vraiment son but? Est-ce qu'en vérité, il en aurait pas strictement rien à foutre?
Comme s'il s'était rendu compte en cours de route qu'il avait sacrifié sa vie. Pour obtenir ce qu'il voulait, il a dû se barrer au fin fond du Canada et de l'Argentine. Et peut-être que s'il avait une famille qui l'attendait à la maison, il aurait pas tenté un truc aussi risqué entre guillemets. Alors est-ce que toute sa personnalité n'existerait pas que dans ses films et pas dans la vie réelle? Une coquille vide, prête à recevoir une nouvelle personnalité et de nouvelles émotions, uniquement à chaque film. Alors il brille dans les films. Il obtiendra son Oscar, fait son discours et rentre chez lui avec sa copine mannequin de l'époque qui avait à peine 19 ans. Et la vie continue. Plus de famille, plus aucune envie. Eh ouais, ça y est, DiCaprio a enfin eu son Oscar. Qu'est-ce qu'il pourrait bien jouer maintenant? Quitte à ne plus avoir de but ou de rêve, autant parler de ses peurs. Il se lance dans le rôle de Rick Dalton et renoue avec Tarantino une deuxième fois, mais pour un premier rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. Pourquoi ses peurs? Parce que le personnage qu'il joue est devenu ringard et l'industrie du cinéma aimerait bien s'en débarrasser gentiment. Si on lui enlève son métier d'acteur, qu'est-ce qui lui reste? Alors il fera ce que peu d'acteurs sont capables de faire. Jouer un acteur. Ah, c'est sûrement la pire chose à faire dans un film. Il faut que le spectateur voit quand est-ce qu'il a face à lui Rick Dalton qui fait l'acteur dans le film et Rick Dalton le personnage qui vit sa vie. Et tout ça bien sûr sans jamais voir DiCaprio. Encore une fois, il a rendu banal l'extraordinaire, mais ces deux derniers films ont quand même quelque chose d'un peu particulier. Ils sonnent comme une vraie récompense. Pas une statuette, mais une sorte de fin à une boucle, comme un retour aux sources. Scorsese est devenu une habitude, un peu comme un repas de famille toutes les semaines. Alors le retrouver pour Killers of the Flower Moon, c'est évident. Mais il y en a un autre qu'il a pas vu depuis 30 ans. Celui qui les a tous les deux réunis. Robert De Niro. Pour Scorsese, l'émotion doit être aussi très grande. Il a avec lui son frère et son fils spirituel du 7e art. Quand je parle de réunion de famille. Et pour ce rôle, De Niro n'a plus en face de lui ce gamin qui l'avait impressionné dans Blessure secrète et Simple secret. À ce moment, un égal. Ce n'est plus un duel, mais une danse à deux. Ce qui est le plus fou dans le film, c'est vraiment ce visage de surprise qu'il a parfois. Comme si c'était réellement la première fois qu'il voyait une chose. Réussir à nous faire croire ça, c'est au-dessus d'être juste bon. C'est exister parmi les grands, ou ne plus exister en dehors d'une caméra. Bon, le petit souci avec Killers of the Flower Moon, c'est que la prod est pas hyper chaude de prendre DiCaprio, parce qu'il a pris la mauvaise habitude de retoucher un peu les scripts. Normalement, dans le film, il aurait dû jouer l'agent du FBI, mais au final, il a dit non les gars, c'est trop facile à jouer ça, donnez-moi un truc plus complexe s'il vous plaît. Donnez-moi plutôt le rôle du mec fou là, qui arnaque les Indiens là. De plus en plus, j'ai l'impression qu'il choisit pas les rôles les plus complexes pour s'améliorer, mais pour être sûr de se métamorphoser. Les récompenses là, elles sont plus importantes pour DiCaprio, et on a plus rien à foutre. Ce qui a aidé son ascension est devenu sa vie entière. Et même pour nous, les récompenses, on s'en fout en fait. On est heureux de voir ces trois légendes réunies dans un film excellent. Alors peut-être que les trois se retrouveront de nouveau à l'avenir, mais moi pour l'instant, je vois ça comme une belle boucle, bouclée. Mais il y en a une autre, qui ressemble un peu plus à un hommage. Pour le dernier film, One Battle After Another, il faut faire encore un petit retour en arrière parce que j'adore vous faire voyager. Direction son enfance, quand il allait regarder des films avec son père dans le cinéma d'à côté. Son père n'était pas qu'un hippie, c'était aussi et surtout un révolutionnaire. Il faisait partie d'un groupe de contestation. Mais surtout, son père avait été très marqué par la guerre d'Algérie. My parents are different though. Ce documentaire-là qu'on voit à l'écran dans le film, DiCaprio le connaît parfaitement. Son père avait l'habitude de le regarder encore et encore. Alors quand il répète les phrases en même temps, c'est aussi la voix de son père qu'on entend dans la bouche de ce personnage révolutionnaire et paranoïaque. Parce que oui, Bob est un révolutionnaire, mais pas n'importe lequel. C'est un des leaders. Mais peut-être bien qu'il a de sacrées raisons de l'être. Alors je voudrais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous êtes sorti d'une salle de cinéma en ayant l'impression que vous veniez de voir quelque chose d'important? Dites-le moi en commentaire. Et moi c'était devant Une bataille après l'autre. Essoufflé. Du début à la fin, le film a un rythme qui s'arrête jamais. Dans le film, je ne vois à aucun moment Leonardo DiCaprio, l'acteur multimillionnaire, mais juste un mec paumé qui a un passé de révolutionnaire derrière lui. God damn it! Vive la révolution! Tout ça en essayant d'élever sa fille sans que le gouvernement leur tombe dessus. Il est tellement crédible, tellement Bob et jamais Léo. Et les nominations sont unanimes. 27 nominations au total, dont 13 aux Oscars. Et DiCaprio est encore une fois nommé dans la catégorie meilleur acteur. Pour la 8e fois de sa carrière. Il a déjà déjoué la malédiction une fois, peut-être que cette fois aussi. Mais une malédiction, ça disparaît pas aussi facilement. And the Oscar goes to Michael B. Jordan. C'est le premier à se lever pour applaudir Michael B. Jordan. Le visage neutre, comme si il était même pas concerné en fait. Léo repart sans rien, et il s'en fout. Mais par contre moi, avant de vous quitter, j'aimerais vous donner une dernière petite chose. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le Covid, on devait rester à une certaine distance pour se parler si on portait pas de masque. Et ça c'est chiant quand t'as des employés dans ta maison et une immense maison. Et ça on a emmerdé surtout deux, Leonardo DiCaprio et son jardinier. Alors le jardinier mexicain va lui apprendre une façon très particulière de communiquer sans crier, et ce, en sifflant. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la fin d'une bataille après l'autre? Hola, hola. Hola. Pardon de una troca negra. Malo hombre.
Pastor para allá. Para allá. No para allá. Para la derecha. Gracias, gracias. Comme un dernier signe que la frontière entre sa vie privée et sa carrière n'a jamais vraiment existé. Leonardo DiCaprio a tout eu. La gloire, l'argent, le succès, les femmes et même ce satané Oscar. Mais il ne sera jamais heureux. Absolument rien dans sa vie personnelle sur quoi se reposer. Seulement une malédiction et la volonté de donner le meilleur. Le meilleur de ce que peut être un acteur, même en venant d'un ghetto, même quand il se retrouve face à Robert De Niro ou Johnny Depp dans ses premiers films, jamais impressionné, toujours affamé, alors qu'il a encore cette gueule d'ange. Dès le début de sa carrière, il fait des films qui ne seraient pas des classiques sans lui. Et le plus fou, c'est que plus il vieillit et meilleurs sont ses films. Et au final, jamais vraiment pour la petite statuette dorée. C'est un sacrifice qu'il a fait pour nous. Aurait-il préféré avoir une famille ou nous en avoir offert une avec tous ces personnages? Que ce soit Jack, Billy, Jordan Belfort, Rick Dalton ou encore Bob, ils font maintenant partie de la vie de millions de personnes. Leonardo DiCaprio nous a fait le don de sa vie pour nous raconter des histoires. On pouvait bien lui donner ces quelques dizaines de minutes pour s'en souvenir. Alors merci à vous. Et la prochaine fois que vous irez au cinéma, n'oubliez pas que ce n'est pas simplement encore un bon film avec lui, mais un miracle qu'il recommence encore et encore. J'espère que je vous ai fait kiffer avec cette vidéo. Moi j'ai kiffé, j'ai beaucoup kiffé. Donc même si elle flop, c'est le principal. C'était Louis, merci beaucoup pour votre temps les gars.